Face au malheur, chacun réagit à sa manière. Certains serrent les dents et affrontent l'orage. D'autres tournent les talons. Plus vite ils fuient, mieux ils se portent. Et puis, il y a ceux qui se cachent ailleurs. Un ailleurs qui peut prendre bien des formes. Un verre, une ligne, une roulette de jeu, ou parfois juste un bon vieux mensonge. Une histoire. Pas n'importe laquelle. L'une de celles qui vous avale tout entier, qui vous tient la main pour mieux vous égarer. Une histoire comme seuls les livres savent en chuchoter. Les imagitateurs du JDR vous présentent La Fillette, qui aimait trop les livres, quand une histoire marche à la lisière du conte et qu'elle s'écrit à l'ombre de l'horreur. Mettez vos écouteurs et bonne balade. Nous sommes en 1971. La chanson Imagine de John Lennon envahit toutes les stations de radio des États-Unis et du monde entier. Nous nous transportons en Californie, dans la chambre d'une petite fille de 9 ans. Ava, tu es dans ton lit, dans ta chambre qui se trouve au sous-sol de votre maison. Sur le mur à ta droite, une vaste étagère qui ploie sous le poids de centaines de livres. On y voit les 4 filles du Dr. March, Alice au Pays des Merveilles, Le Petit Prince, Le Hobbit, Charlie à la chocolaterie, Le Voyage de Gulliver et bien d'autres ouvrages pour faire voyager et rêver une fillette de ton âge. Une lampe torche dans une main et un roman dans l'autre, ton regard et tes pensées sont plongés dans une aventure, comme souvent. J'ai 2 questions pour toi, Ava. Oui. La première, à quoi ressembles-tu? Je suis une fillette de 9 ans. J'ai les cheveux bouclés, châtain foncé. Et là, présentement, je porte un pyjama en pilou-pilou rose. Ma deuxième question. Oui. Qu'est-ce que tu lis présentement? Je suis plongée dans un roman du Club des 5. Une collection de livres que j'affectionne particulièrement, qui parlent d'enquêtes, qui sont toutes résolues par des enfants, par 4 enfants, et par un chien qui s'appelle Dagobert. La grande aventure. De très grandes aventures chaque fois, oui. Dis-moi, es-tu le genre d'enfant à vivre certaines aventures ou ta vie est plutôt calme et paisible? Oh, je crois que tranquille est la parfaite définition. Il ne se passe pas grand-chose. Je me lève, je vais à l'école, je rentre, je fais mes devoirs et après je lis. Ton évasion. Oui. Au-dessus de toi, on commence à entendre des bruits d'une dispute. Tes parents en ont l'habitude. Toi, est-ce que tu t'es habitué à leur violente bagarre? Pour toute réponse, j'ouvre le tiroir de la table de chevet à côté de mon lit, là où je suis étendue, et je sors un casque que j'enfile sur mes oreilles, sans le relier à quoi que ce soit, sans mettre de musique dedans. Mais simplement, je le mets sur mes oreilles et j'essaye de me concentrer un peu plus sur les aventures écrites dans mon livre. Tu t'isoles un peu plus, te réfugiant un peu plus profondément dans ton aventure, dans ton enquête. C'est ça. Toutefois ici, Ava, l'intensité du fracas et des impacts qui martèlent le plafond de ta chambre surpassent les autres fois. Lorsque ça se produit, et cela se produit assez souvent, tu possèdes ta façon bien à toi d'oublier ces moments désagréables, tout en restant dans ta chambre. Exact. On avait parlé, Jenny, peut-être d'un ami imaginaire. Est-ce qu'il t'aide dans ces moments? Eh bien, il arrive un moment où les cris et les coups contre le mur et contre le plafond de ma chambre deviennent tellement importants que je ne peux plus les ignorer. Alors, totalement triste, je referme mon livre puisque cette histoire n'arrive plus à me happer. Et je me rassois sur ce lit, les jambes en tailleur. Je soupire. Est-ce que tu es là? Le livre que tu as repoussé se met à bouger. La tranche de celui-ci se courbe et la couverture commence à s'ouvrir et se refermer, comme si le livre était une bouche. Ava, comment vas-tu, petite? Je souris, me retourne, m'allonge sur le dos en montant mes pieds contre le mur, les yeux perdus dans le plafond. Ça va, je crois.
mais je n'arrive pas à lire, encore une fois. J'aimerais bien savoir ce qu'il arrive à Claude et à Dagobert. Ils ont eu un problème sur cette enquête, tu sais? Je sais. Les bruits de la dispute s'intensifient. Ava. Je te sens agité, petite Ava. Reste calme. Inspiro est une voix qui vient te visiter. Est-ce que ça fait longtemps que Inspiro est entré dans ta vie? Quelques années, je crois, maintenant. En fait, en même temps que les disputes de mes parents. Je crois, oui. Les choses ont été trop loin. Pour eux, il est déjà trop tard pour les sauver, mon enfant. Les cris de ta mère qui insulte ton père. Un meuble que l'on renverse, du moins, tu crois. Puis un coup, une détonation qui ferait pâlir le claquement du tonnerre. Le plafond de ta chambre gronde, puis plus rien. À la détonation, j'ai été prise d'un sursaut. Un silence légèrement sifflant et inquiétant. Je me suis redressée, je me suis remise debout à côté de mon lit. Et je suis là au milieu de la pièce, fixant la porte d'entrée. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un problème, je pense. Tu remarques quelque chose qui apparaît au-dessus de toi, au plafond de ta chambre. Une tache noire, informe, qui dévore le blanc du plafond qui te surplombe. Une goutte s'évade de la masse noirâtre et vient s'écraser sur ton pied. Je crie et je recule dans un coin de ma chambre. Quelle est ta position dans le coin de la chambre, Ava? Je suis debout, les mains derrière mon dos plaquées contre ce mur. Les épaules touchent la peinture froide derrière moi. La masse noire au plafond s'agrandit, avalant tout. Mais sur la peau de ton pied, cette goutte, tu le remarques, affiche sa véritable couleur. Un rouge vif, un rouge sang. Je suis désolé, petite Ava. Il est trop tard pour eux. Je crois qu'on pourrait prendre un état émotionnel ici, là, Ginny, hein? Ah oui, il semble, oui. T'as le choix. Qu'est-ce qui conviendrait dans la palette des émotions que nous avons sur ta fiche? Je partirais bien sur honteux coupable de ne pas avoir réagi. Ah, intéressant comme émotion. Oui. Tu coches. Ok. Un rappel, tu pourras te servir à m'emmener de cette émotion-là pour aider un jet, mais ensuite, en général, cette émotion-là va venir un peu miner ton personnage, va te nuire. Donc, t'aider une fois, mais ensuite, si tu n'évacues pas cette émotion, tu vas la traîner. Tes parents ont fait quelque chose de mal, petite Ava. De très mal. Maintenant, de vilaines personnes sont venues régler leur compte avec eux. Il faut fuir, car les méchants vont venir pour toi aussi. Pas de témoin lorsque le sang coule comme une rivière et tache ton joli plafond. Non, il faut fuir. Vite, vite. Mais pour aller où, hein, Spiro? Tu racontes n'importe quoi. Tu ne peux rester ici. Il va venir pour toi. Je reste quelques secondes avec les yeux écarquillés, à fixer le vide depuis l'angle de ma chambre. Et peut-être, si tu es ok avec ça, un craquement à l'étage supérieur me sort de ma torpeur. Au-dessus de toi, la tache rouge, presque noire, a envahi tout ton plafond. Et oui, un craquement s'est fait entendre, comme si la structure allait bientôt céder. Et puis, un formidable boom contre ta porte, comme si quelqu'un l'avait chargé de son épaule ou de son pied. Puis, un autre coup qui fait presque craquer la porte. J'attrape mes vêtements qui étaient pliés sur la chaise et mon livre sur mon lit et je sors par la fenêtre. Il y a bien une fenêtre. Merci. Mais elle est inaccessible pour toi, haute perchée sur le mur, touchant presque à ce plafond devenu maintenant noir. Que fais-tu pour atteindre cette fenêtre, ce salut? Je râle intérieurement et je regarde autour de moi. J'ai un bureau qui me permet de faire mes devoirs. Oui. Et j'attrape le bureau de mes petites mains
et je le tire jusque sous cette fenêtre. Bonne idée, petit Ava, bonne idée. Fait la voix d'Inspiro, mais une autre voix vient s'ajouter. Je sais que tu es là, petite. Ouvre cette porte. Sinon, de mon pistolet, je la défonce. Monstre. Monstre? Ce n'est pas moi le monstre. Et je continue à m'acharner sur mon bureau. Je crois qu'on va y aller avec un petit jet de robustesse, qui devrait pas être ta force, petite fillette de 9 ans. Non, je suis faible. Nous allons voir comment tout ça va se dérouler pour déplacer ce petit bureau de travail pour faire tes leçons. 30 et moins. 30% de chance. 19. C'est la honte, la peur qui te pousse à agir, qui te donne des forces, peut-être bien. Alors que tu pousses ton petit bureau contre le mur pour atteindre la fenêtre, la poignée de ta porte explose en une formidable détonation. Là où se trouvait la poignée, c'est un trou de la grosseur d'un ballon de foot qui laisse échapper de la fumée grise. Dans le trou, un visage apparaît, une longue barbe noire et un cache-œil de pirate, tout aussi noir. Un sourire mauvais enlaidissant ses traits durs. Je te vois, petit monstre. Je te vois. Je lâche un cri de surprise et je me retourne, je tourne le dos à la porte. Moi, j'ai pas envie de le voir. Et j'escalade le bureau, je rattrape le livre que j'avais posé, j'abandonne les vêtements et je monte sur le bureau pour atteindre la fenêtre. Très bien. Alors que tu mets Inspiro, peut-être en dessous de ton bras, on l'entend murmurer, à moitié bâillonné. Très bien, Ava, très bien. Dépêche-toi, dépêche-toi. Alors que tes petites mains atteignent le bord de la fenêtre et que tu t'appliques à l'ouvrir, la porte s'ouvre dans un grand fracas de tempête derrière toi. J'accélère, j'ouvre en grand et je me jette en avant pour me retrouver le ventre sur le montant de la fenêtre. Dans le reflet du verre de la fenêtre, devant toi, tu perçois l'homme qui entre dans ta chambre, drapé d'un long manteau noir qui remplit toute l'embrasure de la porte. On a vu ta faible robustesse. Maintenant, il est temps d'aller voir et tester ton adresse pour sortir par cette ouverture. Seras-tu assez rapide pour éviter de te faire attraper par cet homme qui vient d'entrer dans ta chambre? En adresse, j'ai bon. Ah, c'est excellent ça! 70% de chance de réussir. Allez, on y croit. 48. Raconte-moi comment tu as réussi à t'extirper de ta chambre et d'atteindre le gazon dehors. Eh bien, toujours mon livre coincé sous le bras, je me projette en avant et je me retrouve la moitié du corps à l'extérieur et les jambes qui pendouillent un petit peu à l'intérieur de la chambre. Et je rampe sur le ventre pour passer le corps de l'autre côté. Je me retrouve très rapidement les fesses dans la pelouse en bas de la fenêtre. L'homme aux allures de pirate qui a surgi dans ta chambre avec 2 pistolets à silex dans les mains, les rengaine et se précipite à la fenêtre. Et je pense qu'il ne verra que la silhouette de cet enfant de 9 ans dans son pyjama lapin Courir, qui disparaît au fond du jardin. oui, dans la pénombre de la nuit. Tu ne m'échapperas pas, monstre. Je vais te rattraper. On voit sa puissante main surgir par la fenêtre et une partie de sa barbe noire. Mais l'homme est trop imposant pour passer à travers la petite ouverture. Et la scène se termine sur ta respiration, tout en panique, qui se mélange à celle de l'homme, tout en colère. Et ça pourrait compléter notre première scène. Complètement. Complètement. Doit être malheureuse, Ava, là. Pas eu le temps de lire beaucoup. Oui. Un peu comme moi actuellement, c'est le même dilemme. Alors, j'ai pas des pirates qui font irruption dans ma chambre, mais... Quand même, ça dépend c'est qui, si c'est Brad Pitt qui l'interprète. Ah? C'est toute une question de perception, hein, Jenny? Hein? C'est ça. Chanceux sur les jets de dés, toi. Pour l'instant, ouais, mais je sais que ça va pas durer. Non, ça dure jamais, hein. Non. Et puis quand je suis chanceuse comme ça dès le début, en général, quand ça dure plus, c'est vraiment l'échec critique, quoi. Ben, on pourrait terminer l'aventure là. Finir sur une bonne note et tu t'es échappé. C'est terminé. Donc, on y va avec notre scène 2. Ok. Qui s'intitule « La lumière, c'est la mort ». Ah, on fait mieux que ça. La lumière,
c'est la mort. Charmant. Dehors, la nuit enveloppe le décor de son long manteau sombre et sinistre. On te voit dans la cour arrière. Que fais-tu alors que tu entends le pirate se démener à la fenêtre de ta chambre, au niveau du sol? Je franchis la clôture qui est au fond du jardin et on me voit toujours dans mon petit pyjama sauter, les 2 pieds au sol de l'autre côté de cette clôture. Spyro, je fais quoi maintenant? Je vais où? Je regarde mon livre. Va vers la rue, évite les maisons. D'accord, et j'obéis en essayant de rester dans les ombres le plus possible. Arrivé près de cette rue, tu remarques qu'elle ressemble à une rivière de goudron, comme s'il était fait d'un liquide poisseux. Tout au-dessus, les têtes lumineuses des lampadaires qui clignotent projettent sur le paysage un effet thromboscopique, malaisant, ce qui donne l'illusion que le monde est parcouru de frissons avec ce clignotement. À plusieurs mètres au-dessus de toi, tout autour des lampes des lampadaires, des milliers de papillons de nuit virevoltent dans une danse chaotique et hypnotique. Ils sont déjà là. Au loin, derrière toi, dans ta cour, ne pouvant passer par la fenêtre par laquelle tu as fui, on entend le pirate hurler sa frustration. Je vais te rattraper! Jamais tu ne courras si vite pour m'échapper! Je jette un œil autour de moi avec le visage complètement effrayé. Tu dis que le goudron semble être liquide? C'est comme une rivière noire. Le goudron semble s'être liquéfié. On dirait presque qu'il est vivant. Et je peux marcher sur les côtés ou est-ce que là je suis obligée d'aller dedans? Eh bien, ça dépend de ta destination. Je fixe cette rivière de goudron étrange quelques secondes et puis je secoue un peu la tête. J'ai pas... Tant pis, je verrai ça plus tard. Et je continue à courir en longeant cette rivière sans mettre les pieds dedans, bien sûr. Tu vois quelques papillons de nuit qui s'extirpent de la lueur des lampadaires pour s'approcher un peu plus de toi. Évite de les regarder. Ce sont des dévoreurs de rêves. Je baisse les yeux au sol. Alors que tu longes la rue, les maisons des voisins, elles, apparaissent comme des endroits cachant 1001 dangers, tapis, en attente. Alors qu'elles pourraient représenter une forme de salut, d'aller toquer aux portes voisines, c'est tout le contraire. Quelque chose de vraiment inquiétant se dégage des maisons. La lumière ici est ton ennemi, te dit Spyro. Si tu y vois, c'est que tes ennemis te voient aussi. Tout se bouscule un petit peu dans ma petite tête. Je regarde ces maisons qui me semblent avoir tellement changé par rapport à lorsque je suis rentrée de l'école tout à l'heure. Cette route qui n'est pas normale, je n'ai jamais vu ça avant. Mais j'entends ce que me dit un Spyro et je réfléchis rapidement et je me dis le parc est totalement sombre la nuit. C'est pour ça que maman veut toujours qu'on rentre tôt l'hiver. Il faut traverser ce parc. Effectivement, tu es dans un quartier résidentiel qui est accolé à une forêt. Et avant d'atteindre cette forêt, on a construit un magnifique parc pour enfants et pour aller faire balader les chiens. Voyant que tu t'y diriges, tu entends « Oui, cours vers le parc, cours vers la forêt. Je sais que tu as peur, mais je sais aussi que tu es courageuse, petite Ava. Je connais le roi des arbres. Ces loyaux sujets nous aideront à semer le pirate et les autres dangers. » D'accord, je vais trouver le roi des arbres alors. Et je cours encore plus vite en direction du parc. Maintenant que je sais où je vais, je cible cette arrivée. Alors que tu cours, alerté par les avertissements d'Spyro, tu jettes peut-être un regard derrière et tu vois dans cette rivière de goudron des milliers et des milliers de mains et autant de bouches qui tentent de s'en extirper. Et plus loin encore, la silhouette d'un homme, claudiquant, comme s'il avait une jambe de bois, et tu reconnais sa barbe noire. Vite, petite Ava, vite. Je suis complètement terrorisée, je veux juste atteindre la forêt, rien d'autre ne compte. Évaluant que le parc ne serait sans doute pas d'une grande protection, tu le traverses en courant jusqu'à arriver à la lisière de la forêt. Est-ce qu'on t'y voit y pénétrer? Oui. Petite fillette en pyjama de lapin? Oui. C'est charmant. Rose, en pilou.
Alors que tu avances à travers les arbres, d'abord le calme, vraiment calme. Comme si on avait fermé une porte derrière toi, Ava, te coupant de la rue et de ses tourments, de ses rumeurs. Tu es comme enveloppé par ce calme. Ah, c'est bien. Oui, j'espère. Partout autour de toi, une forêt de chênes et de pins. Et alors que tu continues à avancer, est-ce que tu ralentis? Je pense que je ralentis, mais sans m'en rendre vraiment compte. Le calme qui revient, les muscles de mes jambes qui commencent à souffrir un peu de cette course. Sans même vraiment le vouloir, je ralentis. Mes foulées sont de plus en plus courtes. Et je finis même par marcher dans cette forêt. On n'entend que le crissement de tes petits pieds qui viennent faire craquer le branchage, les feuilles mortes sous tes pieds. Quelque chose ne va pas avec cette forêt, Ava. Tu le sais. Les arbres sont vivants, oui, mais là, c'est beaucoup plus que ça. Il te semble percevoir les arbres respirer et même se déplacer lentement, très 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 lentement. Impossible, n'est-ce pas? Un Spyro, c'est un peu bizarre là. Il est où le grand arbre que je dois trouver? Un peu plus à l'est. Mais c'est curieux. Je ne sens pas la présence du roi. Oh. Effectivement, les arbres derrière toi semblent se mouvoir, Ava, comme s'ils se resserraient les uns contre les autres pour te faire barrière, pour t'empêcher de rebrousser chemin. Oh, Spyro, t'es sûr qu'il fallait aller ici là? Je ne sais plus. Mais Continue d'avancer, Ava. Nous ne pouvons reculer. j'obéis. Raconte-toi une histoire. Oublie ce qui t'entoure. C'est ta force, Ava. La forêt, déjà plongée dans le sombre de la nuit, s'enténèbre de plus en plus, ses ombres s'intensifiant, devenant plus opaques, plus vivantes et menaçantes encore. À travers le craquement des branches, tu entends des voix, des murmures inquiétants, promesses de douleur et de torture. Vilain, monstre, vilain. Non, Ces craquements de branches augmentent et s'intensifient. je ne suis pas Ava, je suis la princesse de cette forêt. Je décide que je suis la princesse de cette forêt. Et ici, les végétaux m'obéissent. Mensonge, le monstre préfère des mensonges. D'ailleurs, cet arbre-là ne me plaît pas. Pousse-toi. Oui, c'est bien, Ava. Continue. Je t'ai dit, pousse-toi. Est-ce que tu vas réussir à volonté? À quoi ça ressemble chez toi? Excellent. Tu t'attaques à un seul arbre. Seuls, ils sont faibles. 75% de chance de réussir. 21. Que fait cet arbre lorsque tu lui intimes de reculer et de s'en aller? Le bruissement des feuilles change légèrement, comme si le vent avait changé de direction. Cette sensation bizarre parfois qu'on peut avoir en forêt, ou comme dans l'expression d'ailleurs que le vent tourne. J'ai vraiment cette sensation que le vent fait un tour autour de moi. Et une bourrasque souffle, comme partant de mon dos en direction de cet arbre. Et à moitié médusée, à moitié rassurée, un peu satisfaite, je vois cet arbre qui se déplace lentement et qui libère le passage devant moi. Oui, l'arbre te laisse passer, mais c'est un seul arbre à travers la multitude. La voix d'un Spyro qui s'agite. Non. La forêt tout autour de la ville de Redwood-Haven est en colère. La série Blackstone a détruit les arbres sans relâche, sans vergogne. Cours, petit Ava. Ici, les arbres détestent les humains. Mais je connais peut-être un arbre qui peut nous aider. Va devant, droit devant. Je reprends. Ava, est-ce que tu écoutes les conseils d'un Spyro ou tu te fais assez confiance avec cette faculté que tu t'es trouvée d'être capable de repousser un arbre? Eh bien, je cumule les deux. J'obéis à un Spyro puisque c'est mon guide, là, présentement. Donc je continue à avancer tout droit, j'essaye de courir un peu, mais je suis toujours pieds nus dans la forêt. Oui. Mais dans ma tête, mon histoire continue. Je suis la princesse de cette forêt, les végétaux m'obéissent, et je suis ici pour les venger de cette Syrie, de ces hommes qui sont venus les abattre par centaines. Ils ne le savent pas encore, mais nous sommes du même côté. C'est l'histoire du moins que tu as en tête, Ava. C'est ça.
Tout autour de toi, un spectacle terrifiant. Les arbres qui se déracinent d'eux-mêmes, s'arrachant la terre. Dans un grincement déchirant, les racines mises à nu forment des jambes filandreuses qui se mettent à grouiller vers toi. Leurs branches sont des bras tendus, menaçants. Au milieu de cette masse grouillante, tu es entouré d'ennemis. Je me vois maintenant vêtu d'un grand drap blanc et d'un diadème posé sur ma tête. Et je m'imagine courir avec ce sceptre magnifique que je tiendrai à la main, qui est pour l'instant un bâton que j'ai ramassé. Je suis de votre côté, vous ne comprenez rien, je suis là pour vous venger, pour vous protéger de ces humains qui essaient de vous exterminer. Mais je prouverai mon courage. Alors que tu profères ces paroles à voix haute, soudainement, telle une pierre qui fend l'eau d'une rivière, les arbres s'ouvrent et ouvrent un passage pour laisser passer un immense séquoia, à l'écorce presque rouge. Et plus troublant encore, un visage sculpté à même l'écorce, lui conférant un aspect très ridé. La voix d'Inspiro. Le prince Racinaire. Comme je l'ai lu dans mes livres des centaines de fois, je m'incline dans une révérence impeccable. Je l'ai révisé énormément de fois devant mon miroir. Dans tes jeux de princesse. Exact. Regardez qui est là. Monsieur le prince, Tu t'es mis en péril, petit monstre. Assassin. assassin. Combien des miens ont été sacrifiés par vous, humains? Mais moi, je n'ai jamais fait de mal à aucun arbre. Et peut-être justement que vous auriez besoin d'une humaine pour vous protéger. Que tiens-tu dans les mains? Je tiens un bâton qui m'a soutenu. Mais ce bâton était posé au sol quand je suis entré dans la forêt. Je faisais référence à ton autre main, ce livre que tu tiens. Ah, oui, c'est mon livre. Fait du cadavre des miens. Peut-être que c'était un arbre déjà mort, monsieur le prince? Tu y crois vraiment, petit monstre? Non, mais j'aime tellement les livres, j'aime tellement leurs histoires. Écrite dans la chair morte des arbres. Vous avez raison, c'est très mal, mais peut-être que... Est-ce que vous voulez que je vous lise un passage? Vous comprendrez pourquoi c'est tellement merveilleux. Ne tourne pas la scie dans la chair de l'arbre. L'an dernier, mon père le roi est tombé sous les coups de hache. Il n'y a plus de place pour les pourparlers. Autrefois, vous les humains, vous racontiez des histoires autour des feux par l'oral. Autrefois, vous étiez nos alliés. Plus maintenant. L'oral ne sert qu'à faire mal aujourd'hui, monsieur le prince. Les gens qui parlent entre eux finissent toujours par se disputer. Et c'est pourquoi vous vous êtes retournés contre les nôtres. Pour vous raconter vos histoires tissées dans la violence et figées maintenant sur le papier avec le sang des miens. Mais ce livre est aussi vivant. Ce n'est pas comme la plupart des autres livres. Inspiro, est-ce que tu peux dire quelque chose, s'il te plaît? Tout d'abord, laissez-moi vous offrir mes condoléances pour votre père. C'est donc le titre de roi qui pèse désormais sur vos lourdes branches. Pour la petite, elle n'y est pour rien. Elle a grandi et elle a appris ce que l'on lui enseignait. Il faut lui pardonner. Pardonner? Non, elle servira d'exemple. Un avertissement à tous les habitants de Redwood Haven. Je recule d'un pas. Crois-tu, Ava, que tu as réussi à convaincre le prince Racinaire de réfréner sa colère? Je ne pense pas, non. Tenant un livre, tenant un bâton, peut-être pas. Et effectivement, tu vas sentir les arbres qui t'entourent se rapprocher de plus en plus de toi, branches tendues, avides de vengeance. Ava, Murmure Inspiro. il y a un chêne dans lequel une cabane a été construite. Un arbre hybride appartenant autant au monde de la forêt qu'à celui des hommes. Là-bas, nous trouverons refuge. Là-bas, nous serons en sécurité. File vers la droite. D'accord. Et je m'élance sur la droite.
Droite où il y a autant d'arbres qui en veulent à ta peau de lapin. Ava, un petit jet d'adresse? Mais ils sont lents. Ah, Adresse, j'ai bon. effectivement, tu as raison. Ils sont lents. Et toi, mais tu es bonne en adresse. 70% de chance de te frayer un chemin entre eux. 64. C'est un oui, mais. Tu réussis à traverser. Mais, qu'arrive-t-il, Ava, alors que tu pars à droite toute? Je me précipite sur la droite pour essayer de passer entre les arbres. Mais ils sont un peu plus rapides qu'il y a quelques minutes. Et je me retrouve coincée par les arbres qui se sont dressés devant moi. J'ai juste un petit espace pour me glisser entre deux troncs Qui se referme. qui ont laissé ce vide puisqu'il y a une déformation, une sorte de gros nœud sur l'un d'entre eux. J'ai quelques secondes pour passer avant qu'ils finissent de se déplacer. Et je me glisse entre ces deux troncs. Le livre que je porte dans ma main gauche est la dernière chose qui est censée se glisser par cet espace. Mais les troncs se referment sur lui. Et j'ai juste le temps de retirer ma main. Le livre tombe au sol. Oh non, un Spyro. Oh, je suis désolée. La voix d'un Spyro, derrière toi, qui te somme de courir, de continuer tout droit. Cours! Cours, Ava! Cours, petite Ava! Tu es courageuse! Alors je cours. Tes petits pieds sont meurtris, blessés, commencent à saigner à cause des aspérités du sol, des pierres et des branches qui les martyrisent. Mais tu cours Je cours, oui. et on voit ce petit lapin disparaître dans la pénombre, alors que les arbres se retournent dans la direction que tu as prise et commencent à se mouvoir sur ta piste. Ben, on approche de la fin. Allons-y pour la scène finale, la scène 3, dont le titre est tout simplement « Le monstre ». À travers tous les arbres qui bougent, comme une mer tourmentée par la tempête, le chêne apparaît, loin devant toi, brillant dans les ténèbres, telle une lune dans un ciel noir privé d'étoiles. En haut, bien calée dans ses branches, une cabane. Une échelle de bois est clouée au tronc du chêne. Je me précipite sur cet arbre. Je vais rassembler mes ultimes forces pour essayer d'accélérer encore un petit peu cette course et pour grimper au barreau de l'échelle. On voit tes petites mains s'y agripper, alors qu'on devine la masse grouillante derrière toi, ces branches qui se heurtent, ces troncs qui se plient, se penchent vers toi. Tu grimpes. Spyro, j'espère que t'avais raison. J'espère vraiment que t'avais raison. Tu grimpes vers cette cabane, magnifiquement décorée, peinte en blanc et en rose. L'accès à la cabane passe par une trappe au plancher, et c'est vers elle que tu montes. Est-elle verrouillée? Non. J'en ai ma claque. Effectivement, ta petite main pousse cette trappe, et une lumière chaude, jaunâtre, te frappe, vient réchauffer ton visage alors que tu commences à pénétrer dans la cabane et quittes la noirceur de la forêt. Je rentre à toute vitesse dans la cabane et je referme la trappe derrière moi. Et je regarde d'où vient cette lumière. J'ai en tête les paroles d'un Spyro. La lumière est ton ennemi. Qu'est-ce qui éclaire cette cabane? C'est une simple lampe à huile accrochée au plafond bas. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi, dans cette cabane? Tout comme lorsque tu es rentré dans la forêt, une fois dans la cabane, c'est un silence de mort qui remplit la grande pièce unique de la cabane. Beaucoup plus grande qu'elle ne paraissait de l'extérieur. Elle est aussi grande que la salle de billard de papa près de ta chambre, au sous-sol. On voit une petite table tout au fond, avec une chaise, tout en version plus miniature, pour un enfant. Tout au fond de la pièce, lorsque tu l'aperçois, ton cœur retient peut-être un battement de cœur. Peut-être, à toi de me le dire. Cachant partiellement à ce qui ressemble à un coffre au trésor d'un pirate, au sol, un véritable monstre te tourne le dos. Effectivement, mon cœur rate un battement et surtout, j'étouffe un cri en plaquant mes deux mains sur ma bouche. Le dos voûté à cause du plafond trop bas de la cabane, l'être semble être constitué d'un brouillard noir comme du charbon. Bien qu'il soit dos à toi, impossible de rater ces deux longues cornes courbées qui doivent jaillir de son front. Des griffes mortelles dépassent
de ses mains aux doigts longs et à ses pieds nus. Il est maigre, mais pourtant, une aura de force émane de lui. Je pose ma main à nouveau sur la trappe, prête à faire demi-tour. Puis je me souviens de tous ces arbres qui vont m'attendre en bas. Et je reste comme ça, un peu interdite, une main posée sur la trappe et ne sachant pas quoi faire. Lorsqu'il se tourne, enfin vers toi, une bouche trop large charcute son visage en deux. « N'aie pas peur de moi. » Vous n'êtes pas très rassurant quand même. Tu reconnais cette voix, Ava. Un Spyro ? Mais je comprends pas, comment t'as fait ? Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi, petite Ava. C'est toi qui m'as donné vie. Je suis là pour toi. Je t'appartiens et je te sers. Mais mon travail auprès de toi s'achève. Il te sourit. Et malgré l'aspect terrifiant qui se dégage de lui, ce sourire se veut tendre à ton égard. Ava, dis-moi, es-tu prête à accepter la vérité ? Comme ces réactions d'enfant totalement déroutantes, dans cette cabane où j'ai l'impression de ne plus avoir aucun repère, je ne sais pas ce qu'il est advenu de mes parents. Finalement, je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir aller et la seule chose que je connaisse, c'est cette voix. Et prise d'un élan, je vais me relever d'un bond et courir dans les bras de la créature. Surpris, cette tête de brouillard écarte d'abord les bras, te regardant, toi toute petite, lui enlaçant ses jambes et les hanches. Il te regarde, te détaille un moment, puis ses bras viennent t'envelopper. Et vous êtes là, dans une étreinte. J'ai cru que je t'avais perdu toi aussi, un Spyro. Tu ne me perdras jamais, petite Ava. Puis, lentement et gentiment, il se libère de ton étreinte et il tend un bras pour te désigner le coffre. Il est temps d'affronter la vérité, Ava. Je dois ouvrir ça ? Oui, il le faut. D'une démarche et d'un air très solennel pour une enfant, je m'approche du coffre et je me mets à genoux devant pour attraper le couvercle. Et je jette un regard très peu rassuré à la créature. Un sourire, un hochement de tête, encourageant. Et j'ouvre le coffre. Dans un grincement, tu soulèves le lourd couvert. Tout au fond, un seul et unique objet. Un objet de ta passion. Tu devines? Un livre? Bien sûr. En fait, un journal. Ton journal intime, Ava. Les sourcils froncés, je tends la main pour l'attraper. Va à la dernière page que tu as écrite. C'est au milieu de ton journal. Seule celle-ci compte désormais. Je me laisse retomber à genoux par terre et j'obéis. J'ouvre le carnet à la dernière page manuscrite. Je t'ai envoyé quelque chose à lire. Cette dernière page, Jenny. Je le sais, je l'ai toujours su. Ils ne sont pas mes parents. J'ai le souvenir d'un grand magasin de vêtements, d'avoir perdu mes vrais parents. Puis dans ce magasin, ils sont apparus. Eux, souriants, confiants. Donne-nous la main, on va les retrouver. Je n'ai jamais revu papa et maman. J'ai oublié leur visage, j'ai oublié leur nom. Je me suis retrouvée ici, dans cette maison qu'ils prétendaient mienne. Ils ont fait comme si mon papa et ma maman n'avaient jamais existé. Comme si c'était eux, mes vrais parents. Je suis si seule, si triste. Pourtant, je me suis fait un ami. Je l'ai appelé un Spyro. Sans lui, je serais... Non, il ne faut plus penser à ça. Il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus oublier. L'histoire du magasin est si loin qu'elle a bien failli s'enfuir de ma mémoire. Un Spyro m'a aidé à me souvenir à nouveau, à retrouver des fragments de ma vie d'avant, de mes vrais parents, des coups reçus lorsque je parlais d'eux, des visites du faux papa dans ma chambre la nuit. Je dois m'enfuir, respirer à nouveau. Mais pour réussir, ils ne doivent pas me rattraper. Ils l'ont fait tant de fois. Je dois les arrêter définitivement avant de partir. Un Spyro va m'aider. Papa, maman, je viens à la maison. Je reviens vers vous. Bientôt. Ava. Ginny? Oui. Nous allons faire un flashback, à savoir comment tu t'es débarrassé de ces ravisseurs, de ces faux parents. Comment, en quelque sorte, tu es devenu un monstre pour te libérer. Ok. Est-ce que c'était lors du repas du soir, alors qu'ils se sont mis à boire? Je n'avais rien préparé en vérité. Même si, bon, d'accord, j'y pensais depuis quelque temps, mais... Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai vu que les verres se remplissaient beaucoup plus que d'habitude. Et j'ai vu que l'homme à cette table, celui qui se prétend être mon père, commençait à être vraiment ivre. Il réclamait un spectacle. J'ai décidé de jouer le jeu. J'ai décidé de leur offrir ce divertissement, de leur offrir
l'envie de boire encore plus. Comme tout enfant de mon âge, j'ai présenté la chorégraphie apprise à l'école pour la fête de fin d'année. Le spectacle a duré longtemps. J'ai recommencé. Je les regardais remplir leurs verres et se saouler l'un comme l'autre. La femme a fini par dire qu'elle ne se sentait pas très bien. Elle est partie s'allonger dans le canapé, dans le salon. Son mari l'a aidée et j'en ai profité pour verser ces quelques pilules que j'avais dénichées dans l'armoire à pharmacie dans le reste de son verre de vin. Ça a été plutôt rapide. Lorsqu'il est revenu, il a descendu d'une traite. J'ai compté jusqu'à 10 et il s'est écroulé. Tu es courageuse, Ava. Je suis un monstre. Il le fallait, Ava, avant qu'il ne te détruise. Un Spiro qui a refermé ses bras autour de toi dans cette cabane alors que tu tiens ton journal dans tes mains. Une larme roule sur ma joue. Je ferme les yeux, je profite de cette étreinte. Pendant ton étreinte, avec un Spiro, la trappe s'est ouverte. 2 hommes en uniforme en ont surgi. 2 policiers, le dos courbé sous le bas plafond de la cabane. L'un portant une barbe noire et un cache-œil qui protège sans doute une blessure. L'autre, beaucoup plus vieux, à la peau du visage si parcheminée de rides qu'on jurerait l'écorce ridée d'un tronc d'arbre. « Tu nous as bien fait courir, gamine. » dit le plus âgé. « Tu as là une belle cachette. » Le barbu s'approche d'un pas. « Viens, il faut partir. » Il sourit et te tend la main. Je regarde mon livre quelques instants. Je regarde un Spiro, même si j'imagine que personne ne le voit à part moi. Effectivement. Et il s'approche de toi, se penche et te serre contre lui une dernière fois. Tu n'as plus besoin de moi, petite Ava. Tout ira bien maintenant. Est-ce que vous allez écouter mon histoire? Ouais, tu as des choses à nous raconter, fillette. Et je sais pas où tu voulais aller pour la fin, mais j'ai peut-être un truc. Je sais pas si j'y vais. On s'amuse. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Une larme coule sur ma joue et je profite de cette étreinte réconfortante. Le journal intime toujours ouvert sur mes genoux. La caméra s'écarte et reste sur cette étreinte improbable de ce monstre et de cette petite fille. On voit ses yeux clos, les larmes qui dévalent les joues. Et lorsque les yeux se rouvrent, Ava a changé. Ce n'est plus une fillette de 9 ans. C'est une jeune femme assise dans cette cabane qui renferme son journal intime, qui renferme son histoire, qu'elle vient consulter de temps en temps pour ne pas oublier. Mais aujourd'hui, c'est la fin de cette histoire. Elle est venue récupérer ce journal. Elle vide la cabane de ses affaires. Elle redescend cette échelle, toujours clouée contre son tronc d'arbre. Pas de tronc menaçant autour d'elle, juste une jolie forêt, éclairée, quelques papillons qui volent, mais ce ne sont pas des dévoreurs de rêves. En bas de l'échelle, un couple d'un certain âge l'attend. Un sourire fatigué, une étreinte. Sans aucun doute, au vu des visages, Ava a accompli sa mission et a retrouvé, d'une façon ou d'une autre, ses parents. Eh bien, je crois qu'il ne reste qu'un dernier mot pour terminer cette histoire. Fin. Trop bien. Ah, j'espère que tu as aimé cet actuel play. Moi, j'ai adoré raconter cette histoire avec la complicité de Ginny et encore une fois, elle a été géniale. Je sais que plusieurs personnes s'inspirent des scénarios originaux qu'on présente sur la chaîne et celui-ci, mais on peut le jouer avec un groupe et aisément. L'une de vos joueuses ou un joueur interprète cet enfant dans sa chambre au sous-sol et rapidement, on passe à la dispute du couple, les faux parents, et cet homme barbu qui tente de forcer la porte. Mais au même moment, à la fenêtre de la chambre, on toque. Les amis de cet enfant qui aime trop les livres. C'est donc ensemble un groupe d'enfants qui découvriront les étrangetés qui hantent maintenant le quartier, puis cette forêt qui se retournera contre eux pour arriver dans cette cabane, dans un arbre, afin d'y découvrir la vérité sur un Spiro et les parents de cet enfant dans cette chambre de sous-sol. Mais plus encore, les joueuses et les joueurs qui interprètent le groupe d'enfants qui ont toqué à la fenêtre vont découvrir que eux aussi sont des amis imaginaires de notre enfant qui aimait trop les livres, au même titre que un Spiro.
Au fond, autour de la table, il n'y a qu'un seul personnage de vrai. C'est cet enfant dans sa chambre de sous-sol. Une espèce de révélation choc pour tout le groupe. Vous n'existez pas. Je vous invite à essayer le scénario. Pour terminer, écoute, si tu aimes ce que font les imagitateurs, je t'invite à nous faire un pouce, à commenter, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour ne rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne. On t'invite sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. On a des actuels plays, des discussions, des capsules, donc amuse-toi, explore. C'était Eric en compagnie de Jenny. On vous dit à la prochaine et au nom de tous les imagitateurs, on vous invite à imagiter votre JDR et à le brasser. Ciao!